Ok, bah on va peut-être commencer. Qu'est-ce que Oui, t'en dis, Thierry? Ouais. oui, je vois que là, on est à 38 participants, c'est bien. Bon, écoutez, bonjour à tous, à toutes et à tous. Donc, je pense qu'on est à peu près à notre 25e pique-nique-niaque. Euh, donc, ce sont un moment où on peut échanger librement entre personnes qui sont soit adhérents de NIAC, soit sympathisants, enfin, dans cet esprit, avec l'idée de respirer un bon bol d'air à chaque fois, surtout là, par les temps qui courent, je crois qu'on en a tous besoin, hein, avec les gens qui s'impliquent sur le terrain et qui pensent que tout n'est pas pourri, donc on peut encore faire des trucs. Hein, voilà. Donc, on a un petit peu un thème transversal aujourd'hui qui est, on va dire, la fraternité, mais au sens large, puisque ça va être au sens soutien mutuel, coopération, réseau, alliance. Là, donc, on a un ensemble de personnes qui sont sur ces sujets-là. Voilà, donc toujours dans cet esprit que je rappelle de NIAC, puisque tout le monde ne connaît pas NIAC, qui existe depuis plus de 10 ans maintenant, c'est un réseau un peu informel et artisanal, on va dire, hein. On ne se la pète pas, mais par contre, on échange de manière ouverte et bienveillante avec cette idée de décloisonnement, un décloisonnement des esprits déjà, qui est un peu la marque de fabrique de NIAC, hein. C'est-à-dire l'ouverture à l'autre, la bienveillance, les curiosités, et décloisonnement aussi des mondes, hein, entre le monde économique, le monde social, le monde administratif. Bon, c'est un endroit où on peut trouver à la fois des agents de l'administration, j'insiste parce que quelquefois on l'oublie, donc il y a beaucoup d'agents publics et de fonctionnaires, des gens qui travaillent dans des collectivités locales, mais aussi, et aussi des gens, évidemment, des entrepreneurs sociaux, des entrepreneurs classiques. Et des gens qui sont dans des associations. Bref, c'est une sorte de melting pot de citoyens. Voilà, bon, on essaye de créer des liens, de faire coopérer les innovateurs. Et à chaque fois, bon, on fait venir des personnes pour nos pique-niques là, qui peuvent faire quelques pitchs pour lancer la discussion, mais tout ça, c'est ouvert. Chacun peut s'exprimer, sachant que bon, on n'est pas là pour faire des longs exposés, mais plutôt donner envie, donner à voir. Euh, voilà, donc je crois que j'ai terminé pour mon introduction générale. Donc je demande maintenant à Rudy, il va prendre le relais pour animer la séquence. Ouais, Thierry, tu peux juste te présenter en 2 mots parce que je suis pas sûr que tu te sois présenté ta carrière, enfin d'où tu viens, pour les D'où gens je qui ne te viens? connaissent pas. Oh, je viens de loin. Oui, Parce oui. que Non, parce que tu es cofondateur fondateur du oui, réseau, bah non, donc. mais bon, moi j'étais ancien fonctionnaire, je travaillais dans des cabinets ministériels, dans le corps préfectoral, tout ça. Et puis voilà, bon, bah, je me suis toujours engagé, disons que j'ai toujours rajouté un côté militant à mon activité professionnelle, justement parce que je trouvais que tout était un peu trop coincé et que, oui, qu'est-ce qui interfère là? Voilà, bon, bref, donc j'ai une carrière dans la fonction publique, mais toujours à essayer de monter des actions partenariales sur le terrain avec les acteurs économiques, sociaux, etc. Et bon, je ne supporte pas, je suis un bureaucrate qui ne supporte pas la bureaucratie, mais qui quand même a pu voir que même à l'intérieur de n'importe quelle bureaucratie, il y a des espaces de liberté, d'action, etc. Donc voilà un petit peu d'où je viens. Donc j'ai créé NIAC il y a 10 ans parce que justement, je trouvais qu'il y avait trop de gens qui étaient dispersés chacun de leur côté, qu'il y avait ce cloisonnement des mondes. Donc c'était l'idée de faire de ma part pour essayer de faire bouger un petit peu les choses. Donc depuis 10 ans, là, on va dire entre 200 et 400 personnes dans ce réseau pour essayer de bouger un peu, sachant on a très peu de moyens, hein, mais c'est pas, le but n'est pas de faire à la place des autres, c'est plutôt de mettre en lien. Voilà. Top. Eh ben, merci Thierry pour l'introduction. Rapidement, dire que sur NIAC, en termes de thématiques, on parle de pouvoir d'agir avec pas mal d'initiatives. Enfin, c'est un petit peu la colonne vertébrale, quoi. Qu'est-ce qui peut nous recréer les pouvoirs d'agir sur les territoires, compléter l'action publique, renouveler l'action citoyenne. Donc, si jamais vous vous reconnaissez dans cette thématique, vous pouvez aussi pitcher tout ce qui est développement local, donc ce qui permet en fait de refaire du développement social local, de créer des coopérations, des coopératives, tout ce qui est aussi RTE, RSE, engagement territorial des entreprises, et puis tout ce qui est transition écologique juste, donc
qui permet de faire en sorte que la transition écologique ne passe pas, soit pas un train qui passe sur la tête des plus précaires, hein, et qui permettent de remettre de la justice là-dedans, en prenant en compte les populations qui vont le subir le plus. Donc c'est assez large, exprès, hein, pour qu'on puisse aussi se reconnaître et puis se sentir autorisé à échanger. Et vous pouvez aussi vous proposer des sujets ou intervenants pour les prochains pique-niques. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager dans le chat ou les envoyer par mail à l'adresse de NIAC que vous avez dû recevoir, ou sur le Padlet. Voilà. Vous dire aussi donc qu'il y a un Padlet. Un Padlet, c'est quoi? C'est un super outil sympa qui permet, je vous en ai parlé en introduction, de se présenter. Donc, il y en a déjà qui l'ont bien investi. Et en fait, ça nous permet d'avoir un espèce d'annuaire. Vous avez les coordonnées des uns des autres. Donc, en fait, ça vous permet de rester en lien et puis de aussi retrouver les actualités si les gens postent les actualités. Donc, c'est super simple. Il suffit de cliquer sur le petit plus en bas à droite. Vous avez une petite fiche, mettre votre nom, prénom ou le nom de votre actualité, de votre initiative, et ça va rester en haut du Padlet. Et du coup, ça me fait une transition toute trouvée parce que Nicolas a bien fait son taf et on inaugure une petite nouvelle chronique dans les pique-niques Niac. Nicolas, je vais te laisser te présenter. Il va nous faire un espèce de flash inspiration, comme il fait une newsletter de veille sur la transition et sur les initiatives qui matchent bien avec Niac. On lui a proposé de faire une petite introduction là-dessus et ensuite on passe au pitch directement, donc en commençant par Frédéric. Nicolas, je te passe la parole. Yes, ben merci Rudy. Bonjour à toutes et à tous. Content de revoir certaines têtes à travers l'écran. J'espère qu'on va voir en vrai. Donc, moi, je vais aller très vite. Effectivement, je fais partie du collectif créatif des territoires. En fait, au quotidien, ce que je fais, c'est j'anime des démarches participatives et des projets de coopération à l'échelle locale. Donc, j'accompagne des collectivités, des bailleurs sociaux, des assos qui veulent monter des projets collectifs. Mais ce que je fais au quotidien, c'est que je suis un curieux, comme beaucoup de niaqueuses et de niaqueurs. Et j'aime bien aller chercher les initiatives qui font bouger les territoires dans lesquels justement il y a du collectif, il y a du pouvoir d'agir, de la coopération, du social et des transitions. Donc cette petite rubrique qui m'a été proposée par Thierry et Rudy, merci, c'est en 3-4 minutes de faire un petit flash info inspiration autour de 4 initiatives dont je vais vous parler. Pour les prochaines, n'hésitez pas à m'envoyer des messages dans le chat si vous avez des idées d'initiatives dont on pourrait parler au prochain pique-nique, ce sera avec grand plaisir. Donc, et ces initiatives, elles concernent tout le monde. Thierry disait, bah ouais, aussi, il y a des agents publics, des acteurs de l'État qui font des trucs, donc il faut aussi les mettre en avant. Donc la première actu, c'est un guide qui vient de sortir sur l'implication des usagers par les acteurs du territoire, parce qu'on parle de plus en plus de faut faire participer les habitants, faut faire participer les usagers. Mais on n'a pas toujours les méthodes, la bonne boîte à outils et le bon mode d'emploi pour le faire. Et donc, c'est un ensemble d'acteurs, dont des acteurs des collectivités et des agents de l'État, qui ont mis en place un petit guide qui permet de comprendre les freins et les leviers à la bonne participation des usagers. La participation, par exemple, quand on veut élaborer une nouvelle politique publique, élaborer cette politique publique avec les gens qui sont concernés pour voir comment ils vivent leur expérience et comment ils pourraient aider à concevoir ce service, cette politique publique. Donc, c'est un petit guide super sympa. Je vous rassure, j'ai pas mis le lien sur le Padlet, mais je remettrai le lien pour chacun des choses dont je vous parle. Donc, ça, c'est le premier guide. Vraiment bien fait. Un autre truc dont je veux vous parler, peut-être que vous le connaissez déjà, que vous en avez déjà entendu parler, c'est le podcast Vie de Mère. Donc c'est un podcast qui met en avant des portraits de ces mères qui y croient et qui se bougent pour transformer leur commune. Et donc l'idée, c'est assez sympa. C'est à chaque épisode, en fait, on part à la rencontre d'un maire de sa commune. C'est Clémentine et Margot qui animent tout ça. Et ce qui est sympa, c'est que c'est des maires qui parlent de leur parcours, de leur fierté, de leurs doutes. Ils partagent aussi leur motivation. Et il y a vraiment tout type de maires, des maires de village, de bourg, ville moyenne, métropole. Et ce qui est assez sympa, typiquement les deux derniers, il y avait Jean-Baptiste Amonique, qui est le maire de Villepreux, alors qui lui, dans son histoire, dit qu'il voulait devenir éboueur, et puis qui a 27 ans est devenu en plein Covid maire de sa commune. Il nous explique tout ça. On a aussi Fanny Lacroix, que vous connaissez sans doute, qui est vice-présidente de l'Association des maires ruraux de France,
Et elle, son rêve, petite fille, c'était de vendre des beignets dans une roulotte et d'animer des places publiques. Donc elle a regardé un peu ça comme mission un peu d'intérêt général et elle est devenue maire de sa commune et elle fait plein de trucs avec ses habitants. Donc voilà, à chaque fois des podcasts hyper intéressants. Donc je vous le recommande, de ces maires qui font bouger les lignes. Autre troisième sujet sur lequel je pense que je veux voilà, vraiment creuser, c'est on se rend compte qu'au cours de plein de sujets, même de politique publique, il n'y a pas toujours de coopération entre l'acteur public, les acteurs locaux, les acteurs associatifs. Ça existe aussi pas mal dans le cadre des contrats de ville. On connaît bien hein, sur les politiques voilà, de l'État pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers populaires. Et il y a une démarche qui a été lancée par l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. C'est une expérimentation qui s'inspire d'une pratique au Québec, parce que c'est bien aussi d'aller voir ce qui se passe à l'étranger pour faire des trucs chez nous. C'est les quartiers à impact collectif, avec l'idée de se dire comment on refait équipe entre l'État, la collectivité et la société civile à l'échelle de chaque quartier pour améliorer les choses. Et donc c'est une expérimentation, je vous partagerai, il y a un webinaire qui revient dessus, je vous partagerai son lien. Mais le but, c'est qu'il y a eu 8 territoires d'expérimentation, ils en refont. Et ils essayent de se dire comment, à l'échelle des quartiers, on arrive à mieux s'aligner entre l'État, la collectivité et le triptyque avec la société civile pour mener des projets communs et définir plutôt, il parle d'ambition partagée. Et c'est un truc hyper intéressant parce que ça force à la coopération et donc ça change un peu la posture de chacun des acteurs qui sont plus seulement à signer des contrats ensemble, mais à vraiment se dire qu'est-ce qu'on a envie de réaliser ensemble. Et le dernier point, là encore, ça nous fait un peu partir à l'étranger. C'est en Suisse où ils ont décidé, où on parle des faiseurs de quartier. Alors, c'est quoi les faiseurs de quartier? En gros, ils essayent c'est en Suisse romande, ils ont créé en fait des nouveaux métiers qui sont un peu des coordinateurs de quartier qui accompagnent les nouveaux projets urbains. Et souvent, en fait, dans les projets urbains, on met trop de côté d'un côté les métiers de l'urbain et d'autres les métiers du social. Et là, ils font une expérimentation où ils essayent plutôt de développer des actions où c'est des gens qui portent le rôle en fait à la fois d'accompagnement des projets urbains et d'accompagnement sociaux sur les différents sujets liés au quartier et c'est pas mal du tout et ça répond à plein de nos problématiques, je trouve, en lien avec le faire ensemble et la collaboration dans nos différents projets. Donc, je crois que certains des liens ont été partagés. Je les remettrai sur le Padlet. Merci pour toutes les réactions dans le chat. Moi, ça m'intéresse parce que ça me permettra, voilà, c'est la première fois que je faisais ce flash, de faire des flashs toujours plus courts, toujours plus sympas, autour de trois 4 sujets qui pourront aussi porter sur des acteurs associatifs et autres, sur des gens qui font bouger les lignes. Merci pour votre écoute et Rudy, je te repasse la parole pour laisser la place aux autres intervenants. Yes, et ben merci beaucoup. Merci. Juste un point d'organisation. Je demande aux participants de mettre leur nom, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup qui n'ont mis que leur prénom. Alors, tout le monde ne vous connaît pas. Donc, quand on regarde la liste des participants, il y a beaucoup de prénoms et tout le monde ne met pas de nom. Merci de les mettre. Oui, vas-y. Rudy. Ok, et ben comme vous pouvez le voir là, j'ai ajouté les liens là que vous mettez petit à petit dans le chat, je les ai mis sur le Padlet au fur et à mesure. Et donc cool, Nicolas, si tu peux mettre Ah ce oui, que il y a tu la mets aussi sur le fédération Padlet. les fédérations françaises des trucs qui marchent là aussi. Ouais, Ça, c'est intéressant. On le fera venir le gars la prochaine fois parce que je crois que c'est pas mal. Il y a eu un article dans Le Monde récemment, là, c'était très intéressant. ouais, il y a un article dans le monde et puis bah, c'est Denis là qui l'a remis et on essaye Ouais. de le faire intervenir une prochaine fois. Donc j'ai pris un contact avec lui, j'ai boire un café avec lui Ouais, c'est cool. bientôt pour ça. Et donc merci Nicolas, c'est le Flash Actu, la nouvelle rubrique de Niac, du pique-nique Niac. Voilà, donc il sera présent tous les pique-niques. On va passer au prochain intervenant. Il va se reconnaître Frédéric Bardot. Je crois qu'on ne le présente plus, fondateur de Simplon et qui porte une nouvelle initiative, Join Forces. Je ne sais pas si on dit Join Forces ou Join Force, mais je te laisse présenter et qu'on a pu voir d'ailleurs dans le Mediatico, là, il n'y a pas longtemps, présenté. Donc, très belle initiative. Fred, tu nous entends? Ouais, très bien, Initiative, ouais, et vous? initiative familiale en plus, je crois. Ouais, c'est ça. C'est intéressant. Mhm.
Ouais, bah bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous et merci de m'accueillir. Oui, donc effectivement, je suis pas là pour vous parler de Simplon. C'est un truc qui n'a rien à voir avec Simplon. Join Forces ne fera rien dans le monde du numérique pour pas que ce soit ambigu et que ça pose de problèmes de conflit d'intérêt aussi avec Simplon. Donc c'est effectivement, comme Thierry l'a rappelé, une initiative personnelle et familiale, donc dans laquelle j'embarque ma femme et nos 5 enfants, et qui consiste à matérialiser un truc qui me hante depuis 25 ans et qui hante, à mon avis, pas mal de gens connectés à ce Zoom, qui est comment est-ce qu'on peut faire pour faire plus de choses ensemble et pour faire corps et essayer voilà, à la maille d'un territoire, d'une thématique ou de les deux ou d'une chaîne de valeur, d'unir les forces et puis de créer des coalitions, des collectifs, des alliances, pourquoi pas des fusions. Pour pouvoir démultiplier l'impact et puis se sentir aussi moins seul et arrêter la compétition délétère qu'il y a entre toutes nos organisations parce qu'on est tous frères, mais en même temps, on est tous en compète les uns contre les autres, malheureusement, pour les financements. Donc ça, c'est un truc qui me révulse depuis 25 ans. Ça faisait quelques années que j'arrêtais pas de dire, pour ceux qui me connaissent un peu, qu'il fallait faire des Justice League. J'essayais de prendre une terminologie des Avengers ou des DC Comics ou je sais pas quoi pour essayer de prêcher souvent des convaincus hein, qui se disent qu'on ne peut pas sauver le monde tout seul et qu'il faut que Batman, Superman, Superwoman et tout ça se mettent ensemble pour avoir plus d'impact. Et en fait, j'ai compris au fur et à mesure que c'était pas forcément une question de volonté, ça, même si ça peut arriver, mais que c'était aussi une question de moyens financiers et aussi d'accompagnement, d'intelligence collective. Que le faire ensemble, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de patience, parce que c'est de l'humain. Enfin, vous connaissez ça par cœur, je ne vais pas vous expliquer un truc que vous connaissez par cœur. Et donc, depuis quelques années, je disais, pourquoi il n'y a pas plus de gens qui financent les collectifs et les coalitions? Donc voilà, je déplorais le manque de Justice League, mais aussi le manque de financement fléché sur les Justice League. Et au lieu de déplorer, en fait, je me suis dit que j'allais m'y coller et que, voilà, sur mes vieux jours, maintenant que j'ai 50 ans, j'allais dépenser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et certains savent que j'en ai pas mal de l'énergie et ben, je vais mettre beaucoup d'énergie en plus de Simplon, mais qui m'a libéré du temps pour que je puisse le faire sur Join Forces, donc sur ce fonds philanthropique qui va soutenir avec des fonds financiers fléchés sur les coalitions et le faire ensemble de manière pluriannuelle et avec de l'accompagnement, donc de l'intelligence collective, de l'ingénierie, des outils, de la gestion de projet, qui a donc vocation uniquement et entièrement à soutenir des collectifs, des coalitions, des alliances, des fusions d'acteurs de l'intérêt général qui sont soit sur la même thématique, soit sur la même chaîne de valeur, sur le même territoire. Et voilà, c'est tout simplement ça. C'est une structure qui va collecter des fonds et qui va les redistribuer parce qu'il n'a échappé à personne que je ne suis pas Xavier Niel pour l'école 42 et que je ne suis pas milliardaire. Donc, c'est pas avec mon argent que je fais ça. Je suis philanthrope avec l'argent des autres, c'est ce que j'ai toujours fait. Mm. Et donc, je suis en train de collecter de l'argent pour le redistribuer à 100%, par contre, parce que ça, c'est mes deniers perso et quelques activités diverses et variées que je fais, notamment mes formations à l'IA, qui couvrent en fait les frais de fonctionnement du fonds et qui font que tous les dons qui vont transiter par Join Forces repartiront à 100%, soit sous la forme de numéraire pour les collectifs qu'on va soutenir, soit sous la forme de RH, d'outils et de choses en nature qu'on achètera avec l'argent des donateurs. Donc voilà, on est en train de bâtir une méthode d'accompagnement des collectifs. Donc là aussi, on ne réinvente pas la roue, hein. On sait les quartiers à impact collectif, on a vu ce que faisait la Fonda, on sait ce que fait le Rameau, qui a eu la gentillesse de nous présenter sa méthode et aussi de nous permettre de l'utiliser dans un cadre qu'on est en train de définir. Donc c'est pas moi qui ai inventé la coopération, les alliances et les coalitions, mais par contre, voilà, j'ai envie de mettre beaucoup d'énergie pour défendre ça, pour outiller ça, pour financer ça. Et donc voilà, ça démarre doucement. Ça va être plutôt opérationnel en termes de financement à partir du dernier trimestre de 2025 et surtout 2026, puisqu'il faut que je lève mes fonds avant de pouvoir les réfléchir. Et un autre point d'orgue, en fait, qui va être une des premières manifestations de ce que peut faire Join Forces, c'est le 10 avril. On organise au Learning Planet Institute une journée des coalitions, donc en présentiel, où il va y avoir des tables rondes, des moments d'intelligence collective uniquement dédiés aux coalitions, aux alliances et à ceux qui les financent. Et donc voilà, et on a déjà pas mal d'inscrits. J'aurais peut-être dû prendre un endroit un peu plus grand parce que c'est une thématique qui intéresse beaucoup de monde et c'est tant mieux.
Et ça fait partie des actions de plaidoyer. On va présenter des premiers résultats de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on est en train de travailler sur la méthode. Et moi, j'ai screené 60 coalitions que j'ai passé un peu au tamis d'entretien un peu qualitatif. Et donc, voilà, je commence à voir des patterns, des modèles, des choses qui reviennent. Et peut-être qu'on pourrait arriver le 10 avril, ça, c'est pas sûr, mais on va essayer, mais en tout cas, très rapidement, à avoir les clés pour une bonne coalition, les trucs à éviter, les ressources, les choses qu'on peut mobiliser. Donc, ce sera un des premiers service qu'on va essayer de rendre à l'écosystème. Et donc voilà, on va pas faire ça tout seul, hein. On travaille déjà avec des fondations, avec d'autres acteurs, et on va pas défendre les collectifs en faisant des trucs tout seul dans notre couloir de nage. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour être soutenus par Join Forces, bien sûr, mais là encore, il faut que je lève des fonds avant de les redistribuer, ou pour nous aider sur les aspects méthodos, ou pour nous faire bénéficier de leur expérience, ou pour voilà, nous soutenir aussi financièrement. Ils sont plus que les bienvenus. Donc, je ne sais pas où j'en suis de mes 5 minutes, mais si on veut laisser un peu Bah, c'est pas d'échange, c'est pas mal. grave. Ouais, juste, euh, très bien, je me permets d'intervenir. Oui, est-ce que tu as des exemples, enfin, ou déjà des candidats ou un exemple ou deux de ce que tu aimerais vraiment, par exemple, financer, aider? Pour qu'on voit un peu concrètement ce que ça représente. On est tous d'accord, ces coalitions, je crois que c'est vraiment un sujet majeur parce que bah, tout le monde est dans son coin, comme tu dis. Mais alors maintenant, est-ce qu'il y a des exemples de choses intéressantes qui se profilent, enfin, que tu Alors, je ne souhaiterais? peux pas encore donner de nom de gens qu'on va soutenir parce que les screenings, en fait, sont pas finis. Mais après, on a tous des exemples sous la main, hein. Il y a des associations qui ont fusionné, dont une récemment qui est en train de le faire, là, Entreprendre pour apprendre et 100 000 entrepreneurs. Donc là, on a des exemples de fusion. Il y a eu aussi Passeport Avenir et Fratelli qui ont donné article 1. Ça, c'est pour la partie fusion. On a aussi des choses comme le collectif Mentorat, le collectif Orientation. On a des associations comme sur la sclérose en plaques aussi, où elles étaient un peu en ordre dispersé, elles se sont regroupées. Il y a des choses sur les réfugiés, comme Work for Refugees. Il y a des choses dans les territoires, bien sûr. Je ne parle pas des PTCE, mais aussi des alliances qui sont à la maille de certains territoires. Donc, en fait, il y a plein d'exemples. Je ne peux pas encore donner de nom de gens qu'on va soutenir. Par contre, je peux donner une idée de ce qu'on ne va pas soutenir. Et ce qu'on ne Ouais. va pas soutenir, c'est des coalitions qui auront pour objectif de faire du plaidoyer ensemble. Ça, c'est quelque chose qu'on a choisi de ne pas soutenir parce qu'on veut des coalitions d'opérateurs sur le terrain qui articulent leurs programmes et qui ont, voilà, je ne dis pas que le plaidoyer, c'est pas intéressant, mais c'est une manière de faire coalition qui est assez facile, entre guillemets, mais qui dépend, on va dire, d'une réponse du politique ou d'une politique publique qui, donc, voilà, pour nous, moins prioritaire que des coalitions d'acteurs. Et après, on va essayer d'éviter aussi, désolé de mettre les pieds dans le plat, mais sur les fausses coalitions. Donc des coalitions que moi j'appelle les ralliances. Donc c'est des coalitions en fait où il y a un gros acteur qui demande à plein de gens de se rallier à lui. Donc ça pour nous c'est pas une coalition. Ça c'est une ralliance. C'est intéressant, on dit pas le contraire, mais c'est pas des gens qui sont entre égaux et qui ont choisi de faire des choses ensemble. C'est plutôt un gros ou un plus égaux que les autres qui rallie à lui les autres. Donc voilà ce que je peux répondre, Thierry. Ok, merci. Oui, tu reprends, Roland. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques pour Fred, pour Fred? Ah oui, pardon, j'avais pas coupé mon micro. Oui, parce Oui, donc il y a pas mal de réactions dans le chat, j'imagine. notamment Sophie de la Fondation de France qui trouve ça super. Donc je pense que vous devez vous contacter, qui agit dans le numérique. Sophie Ancry, hein, je crois, je sais pas si elle est là. Oui, oui, je suis là. Oui. Ok, donc peut-être. Alors, je sais pas si Thierry, je sais pas si tu en penses si on prend les réactions maintenant ou si on avance, mais Non, mais euh, on peut prendre une ou deux une ou deux réactions. Donc Sophie, je remarques sais pas comme si ça vous avez direct, parce envie qu'après, de prendre la parole. après, comme on change de sujet, c'est plus difficile de revenir. Mais Ouais. par contre, on n'a pas le temps, on est bien d'accord, puisqu'il y a pas mal de gens à passer. Bon, juste une ou deux remarques, une ou deux questions, et puis ensuite on enchaîne. De toute façon, comme on Si dit, vous hein, me permettez un petit oui. commentaire, je dirais vraiment que c'est une très très chouette initiative citoyenne en plus. Donc tous ceux qui veulent rejoindre cette Join Forces, je pense qu'on a tous intérêt à s'allier avec la dynamique de Frédéric et ce qu'il est capable de faire sur des. Je pense que c'est très réfléchi. À la Fondation de France, donc il y a une logique de passer comme ça sur une gouvernance partagée.
à travers de la mise en place de collectifs d'action. Donc, on est sur l'idée qu'on doit co-construire les objectifs, les modalités, et il y a toute une réflexion aussi en cours sur l'impact et la façon dont on l'évalue. Mais c'est vrai qu'on cherche tous à être plus opérationnels, à faire du soutien de fonds, et voilà, je pense que c'est le bon moment. Voilà. Top. Merci. Comment est-ce que la Fondation de France peut se rallier à ce genre de choses? Est-ce qu'il y a il y a des conditions, des dispositifs? Alors moi, je ne peux pas m'engager, je suis simple chef de projet Mhm. donc, à la DSI. Je ne vais pas vous dire. Je pense qu'ils sont ouverts, vous pouvez prendre contact avec les personnes, hein. Il y a des collectifs d'action et des responsables pour chacun. Il y a un collectif numérique, voilà, peut-être qui peut intéresser Join Forces pour présenter les formations à l'IA, par exemple. Ouais, je peux vous Ok. mettre en relation. Donc, il y a Il y une avait... dynamique à la Ouais, Fondation pardon. de France, hein, uniquement sur ces aspects-là, hein, qui s'appelle collectif d'action. Et donc, C'est Mhm. c'est ça. un des nouveaux axes. Donc, il y a déjà Marion Benamo et plein de gens à la Fondation de France qui travaillent là-dessus. Donc, voilà. C'est autant Join Forces qui va essayer de faire avec la Fondation de France que le contraire. Mais ouais, carrément. Ouais, c'est ça. Exactement. Et Sarah, tu voulais réagir aussi, tu avais alpagué un petit peu Fred dans le chat. Tu vas intervenir juste après, si tu veux. Pas Ouais, besoin, merci. pas besoin. Ok. Bon, en tout cas, dans le chat, l'idée c'est de n'hésitez pas à laisser vos coordonnées ou les mettre sur le Padlet pour pouvoir prendre contact avec les intervenants. Alors du coup, bah, ce que je propose, c'est de passer au suivant. Et du coup, tac, 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 je retrouve mon onglet, C'est il est Tariq, là. normalement. Voilà, tac, tac, c'est bon. Donc là, on avait Clara qui était censée être présente, mais Ah, malheureusement, elle ne peut pas. c'était Tariq, non, c'était pas lui qui était. Oui, oui, Ouais. mais bon, voilà, juste pour l'excuser en disant qu'elle sera là dans un prochain pique-nique, mais elle est en train de faire un vrai déjeuner pour le coup, donc elle ne peut pas être présente. Donc on va passer à Tariq de la Fabrique du Nou. Tariq, tu nous entends? Oui, salut tout le Ok, monde. top. Allez, Et Salut là, les on te laisse niaqueuses et les niaqueurs. pitcher. Je vais projeter quelques diapos si ça te va, Rudy. Ouais, Tu vas-y, je te laisse enlèves. la main. C'est bon, Ok. normalement, tu t'es nommé co-hôte, donc tu peux y aller. C'est bon là, tu vois? Nickel. Hop. Bon, bah ravi de vous retrouver et de retrouver toutes les copines, copains et futurs copains et copines. Un mot sur la Fabrique du Nou, qui est une initiative qu'on a lancée à Marseille avec Nathalie Gatelier depuis 3-4 ans et qui est un labo d'innovation pour le thème du jour, c'est-à-dire plus de fraternité. Donc concrètement, on est comme un startup studio, on imagine des projets nouveaux et puis on les fait sortir de terre avec des opérateurs, avec du financement, avec de la visibilité, avec des compétences. Un exemple, c'est le Horizon, c'est des jeunes des quartiers prioritaires, populaires, qui savent pas nager, qui apprennent à nager chez des particuliers qui ont des piscines, ou encore des personnes âgées qui sont seules chez elles, qui parlent avec des détenus qui sont seuls dans leur cellule. Et donc, on prend deux problèmes et on fait une solution. Donc, on essaye de faire des choses un peu inédites, un peu innovantes, qui montrent que tout n'est pas foutu et que si l'homme peut être un loup pour l'homme, l'homme peut être aussi un chou pour l'homme, peut être sympa, convivial, chaleureux, partageur. Et toujours la ça, bonne pour faire forme. ça, il faut qu'il y ait des bonnes fées comme nous et comme vous qui créent les cadres pour faire que, voilà, quelqu'un qui a une piscine se dise, allez, je l'ouvre et viens apprendre à nager. Évidemment, il y a un projet derrière, il y a des maîtres nageurs, il y a du financement, il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Il faut des cadres pour libérer l'énergie humaine des personnes. Et quand les peurs s'effacent, il y a la fraternité qui s'affirme et qui émerge. Amen. Donc, je vais vous parler d'un nouveau projet qu'on lance et qui s'appelle 1% Fraternité, qui résonne bien avec ce qui a été dit avant. C'est l'idée toute bête de dire finalement on a tous quelque chose à partager et on connaît tous des gens qui ont envie de faire des choses mais qui savent pas comment, qui savent pas par où prendre le truc et on constate qu'il y a beaucoup de générosité dormante, de fraternité dormante et donc on essaye d'imaginer collectivement un dispositif simple pour faire passer à l'acte, pour créer le déclic. On n'invente rien et faire que chacun puisse partager 1% de son temps, de ses compétences, de son argent, de ses mètres carrés, en rendant ça facile et lisible. On n'a rien inventé, c'est France Gall qui avait déjà craqué le truc en disant c'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui ça veut dire beaucoup. Donc c'est jouer du piano debout pour les plus jeunes d'entre nous qui ne connaîtraient pas France Gall, une chanteuse du XXe siècle.
que je vous invite à découvrir. Et c'est quoi, par exemple? C'est par exemple, c'est donner 1% de son temps. 1% de son temps, c'est 3 jours par an, c'est 2 heures par mois. Et c'est le faire, par exemple, à travers Samedi Bien, qui est un rituel d'engagement citoyen, qui est né à Marseille et qui se développe dans d'autres villes et qu'on a fait émerger et qu'on accompagne, et qui est de dire le premier samedi matin du mois, je m'engage sur une action bénévole qui dure 2 heures, qui s'appuie sur des assos existantes. Ça peut être aller faire une maraude, ça peut être aller passer du temps dans un EHPAD avec des personnes âgées dépendantes, ça peut être ramasser des déchets. Et l'idée, c'est de créer une boule de neige où chacun se dit, bah, moi, j'ai bien 2 heures à donner tous les mois et je le fais avec d'autres dans un esprit jovial et solidaire, comme on aime bien un NIAC. Donc, j'ai 2 heures de temps à donner par mois et je le fais avec Samedi Bien. Ça peut être ça, de faire 1%. Faire 1%, ça peut être aussi donner 1% de ses bureaux. Vous connaissez, je pense, pas mal tous les Bureaux du Cœur, qui est une initiative géniale créée par le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, qui consiste à mettre à dispo une partie de ses bureaux vides, enfin un bureau vide sur un immeuble, on va dire, allez, 1%, j'ai un bureau vide, il y a des personnes qui dorment dehors. Pourquoi j'accueillerais pas le soir et les week-ends, le soir et la nuit, une personne à la rue, en lien avec des associations, évidemment. Donc, ils ont créé une infrastructure, un cadre pour rendre ça facile. Et il y a du lien qui se crée entre les salariés et la personne qui est accueillie. Ça s'appelle les Bureaux du Cœur, ça se développe partout en France. 1% de ton bureau, vas-y. Un troisième exemple, c'est la cravate solidaire que vous connaissez, qui travaille au relooking et à aider les demandeurs d'emploi à bien s'habiller, à s'habiller pour les entretiens, puis à les accompagner dans cette démarche de vente de ses compétences et de sa personne. Ça passe par les vêtements, donc ils ont cette idée géniale aussi de passer par, de travailler à l'embellissement et au travail sur soi. Et donc, vas-y, 1% de ton dressing. Si chacun avait voilà, tu prends ton dressing, tu prends 1%, tes belles choses, une belle robe, etc. Et tu les files à la cravate solidaire qui en fera bon usage. Donc ça, c'est des exemples très concrets où avec un geste qui ne coûte rien, qui est 1%, on peut faire du bien, on peut faire du bien à soi, on peut faire du bien aux autres, et on peut changer peut-être un destin. Voilà, c'est peut-être un petit détail pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Et on a des exemples en tête de vie qui ont changé. Alors, aujourd'hui, on a 10 partenaires avec qui on discute de cette idée, qui sont 10 manières de partager. Donc, je parlais de partager son temps avec Benenova, qui propose partout en France des missions d'engagement ponctuelles de quelques heures. Partager ses compétences avec Pro Bono Lab, que vous connaissez aussi pour beaucoup, et qui travaille sur la mise à dispo de compétences de salariés pour des associations. Partager son réseau, on a tous du réseau et c'est ce qui manque à ceux qui n'ont pas de réseau. Donc, Chance.co propose une procédure très simple de 3 minutes où vous pouvez mettre à dispo votre réseau pour une personne qui est en recherche d'emploi et que vous pouvez aider en 3 minutes. Le dressing, j'en ai parlé. Partagez 1% de chez vous. Vous avez une chambre que vous pouvez mettre à dispo quelques jours, voire quelques semaines, mais même quelques jours avec J'accueille de Singa ou d'autres associations qui permettent à des réfugiés de trouver un endroit où dormir et créer du lien. Partager son patrimoine immobilier. Ça, c'est Yes We Camp qui fait ça bien et qui crée des lieux avec des usages mixtes et des publics mixtes sur des endroits qui sont un peu mis à dispo. Partagez 1% de votre résidence secondaire, c'est une jeune pousse que je vous encourage à faire intervenir une prochaine fois à Niac parce que c'est génial. C'est la résidence secondaire, c'est voilà, j'ai une résidence secondaire, je l'utilise pas, j'utilise peu. Vous savez que 80% du temps, les résidences secondaires sont vides et un Français sur 2 part pas en vacances et donc ils font le go-between entre des gens qui ont des résidences secondaires et des personnes qui partent pas en vacances, toujours avec des intermédiaires associatifs spécialisés là-dessus. Ils vous permettent de mettre à dispo dans toute sécurité votre résidence secondaire quelques jours par an, une semaine tous les 2 ans, ça fait 1% et ça marche bien. Évidemment, partagez 1% de votre argent, mais je le mets à la fin parce que c'est pas forcément l'axe d'entrée. La Fondation de France, quand vous allez sur le site, vous pouvez faire un don de 1% de vos revenus et le flécher, c'est assez bien fait. Et puis, bien sûr, le sang. Si vous donnez votre sang tous les 10 ans, ça fait 1%. Et à chaque don du sang, vous sauvez 3 vies. Donc voilà, il y a plein d'autres 1%. Et chaque fois si vous avez d'autres idées d'1%, allez-y. Mais tous ces gens-là sont moteurs et motivés pour qu'on avance là-dessus. Comment on avance sur cette année un peu de prototypage 2025? On va travailler sur une ville qui est Marseille, où on est. On va sortir un site et puis on va travailler à faire connaître et à faire passer à l'acte des gens avec le pool d'associations. Parce que la bonne nouvelle, en fait, c'est que derrière chaque 1%, il y a une association qui permet de passer à l'acte. C'est aussi ça qui nous a donné envie de dire, en fait, sur cette idée qu'on a tous quelque chose à partager et qu'on peut passer à l'acte. Eh ben, guess what? Il y a plein de gens qui peuvent vous aider. Il suffit de les connaître et de les mettre en visibilité.
on va faire un site. On va travailler avec une entreprise aussi. On a plusieurs pistes qui voudraient, une grande entreprise qui pourrait se dire, allez, j'incite tous mes salariés à faire du 1% fraternité et avec la grande diversité de choix possibles. Donc, c'est une année de prototypage cette année, mais on a une grande ambition qui est que, voilà, que ça devienne un réflexe et que chaque Français fasse leur 1% fraternité. La Française des Jeux disait 100% des gagnants tentaient leur chance. Allez, 100% des Français font leur 1% fraternité, ça devient un truc banal. On se dit tous que 1%, c'est pas grand chose et on peut passer à l'acte. Et c'est simple. Et près de chez soi, il y a une asso qui peut nous aider à le faire. J'ai fait mes 5 minutes et je vous remercie. Oh, excellent. Top. Alors, question, réaction. Les réactions. Preneur de vos envies, si ça vous intéresse, on s'attrape sur LinkedIn ou via Agnac, voilà. Si vous êtes sur des territoires où vous dites, moi, je sens bien de lancer une dynamique territoriale parce qu'on pense que c'est une idée qu'il faut qu'elle vive localement en proximité. Donc, j'ai dit Marseille parce qu'on est à Marseille, mais en mai, on va aller à Orvaux, à côté de Nantes. Salut Nicolas, tu es le bienvenu. Et le maire, il est très chaud pour travailler sur une espèce d'1% fraternité avec ses habitants. Orvaux, c'est une ville qui a 15 000 habitants, qui est connectée qui est limitrophe à Nantes, qui est très fraternelle dans l'âme. Et si vous pensez à d'autres 1%, mais ça nous intéresse aussi, plus c'est funky, plus c'est drôle, plus ça peut provoquer quelque chose. Et surtout, n'hésitez pas à appliquer ou à diffuser l'idée et à inciter les gens à faire leur 1% quelque chose, quoi. Parce que il y a toute une démarche qu'on peut construire et qu'on va construire avec les opérateurs, mais finalement, ça peut se faire. Moi, je croise des gens et je leur pitch le truc, ils me disent, ah, c'est vrai, j'ai pas pensé, bah, tiens, je vais faire mon 1%, machin, pour ça, machin. Il y a aussi ce côté, créer le déclic avec le petit truc qui autorise. Et Dieu sait qu'on a besoin d'autoriser les gens à être humains. Et donc, c'est ça notre rôle, c'est de dire, tu sais, c'est facile, tu peux faire ton 1% et ça peut avoir de l'effet et on peut tirer des fils. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas du tout d'enjeu propriétaire là-dessus. C'est une idée pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit reprise par plein de gens et qu'ils la diffusent. Voilà. Ouais, par contre, ce qui est intéressant, c'est les exemples que tu as cités, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de réseau d'intervenants possibles, parce que les gens s'interrogent, ils ne savent pas peut-être comment s'y prendre, mais d'avoir comme ça des partenariats. Donc là, vous allez essayer de développer d'autres partenariats, parce que là, ceux que tu as cités, c'est-à-dire qu'ils sont partenaires maintenant, vous avez discuté ensemble et tout ça, Ouais, c'est ça? tout à fait, ouais. D'accord. Ouais, Ok. ouais, complètement. Donc, Complètement. c'est amené à s'étendre, il peut y avoir d'autres partenaires, et tout ça, c'est ça. Bien sûr, bien Ouais, sûr, bien sûr. Et puis après, ça dépend des villes. Il y a des réseaux nationaux, ceux-là, ils sont plutôt nationaux. ouais. Mais sur des villes, sur des petites villes, ça peut être adapté. Enfin, c'est une idée qui est souple. On peut l'adapter localement et, le travailler territorialement complètement. Alors, j'ai pas vu le chat. S'il y a des questions, vous me dites. Hop. Et les félicitations. Il y a beaucoup de Ok, bah, félicitations. Il y a aussi. 1% de ton frigo, quelqu'un dit. Ah oui, Ouais, 1%, on m'a fait ça il y a pas longtemps, le 1% de 1% ton frigo, frigo, j'adore. 1% de ta Ouais. salle de concert, 1% de ta bibliothèque. Ah oui, non, mais c'est vrai, là, ça ouvre. Non, mais c'est pas mal parce que ça peut. 1% de ta bibliothèque, j'adore. J'avais pas vu ça. 1% de ta Ouais, bibliothèque, ouais, excellent. ouais, ouais. Imaginez si tout le monde fait son 1%, l'espèce de mouvement que Bah ça oui, peut oui. créer, et que dans l'idée, sur l'aspect local, on avait en tête de faire des cafés 1%, des soirées 1%, fraternité, et que ça Ouais. crée aussi de la dynamique de reconnexion. À un moment, tu l'as dit Thierry en entrée, où il y a du repli, il y a de la défiance, il y a de la peur. Ce qui nous tient à cœur, c'est de pas demander des choses impossibles aux gens. Les gens sont fatigués, les gens sont tendus. On est dans un moment où on demande, enfin, on demande beaucoup aux gens. Donc, proposons des choses simples et faciles et accessibles. Et c'est ça qui donnera envie derrière peut-être de faire 2, 3, 5, 10, 15%. Et faisons en sorte que tout le monde fasse quelque chose, parce qu'aujourd'hui, on le voit aussi, et on commence à en parler dans le SS assez bien. Il y a quand même du burn-out, il y a quand même, voilà, un nombre réduit de personnes dans la société qui font beaucoup, beaucoup de choses et qui à un moment n'y arrivent plus parce que ça repose trop sur eux. Alors que beaucoup, beaucoup de gens, on en connaît plein, voudraient faire des choses, mais finalement ne savent pas par où prendre le schmilblick et on gaspille de la citoyenneté, on gaspille de l'engagement fraternel. Donc c'est presque écolo notre truc, c'est de dire il y a des gisements de fraternité qui sont gaspillés. Créons l'histoire et l'alliance pour pas gâcher ça. Ouais, le burn-out associatif, ça existe aussi. Et
Bon, excellent. En Dans tout le cas, Niac, tu peux mettre Niac comme partenaire, mais nous, c'est un relais parce qu'on n'a pas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on c'est tout à fait dans l'esprit Niac et on soutient à fond ce truc. On le mettra en avant Et, et autant que raconter, que possible. chacun fasse son 1% et le raconte. Dire, j'ai fait mon 1% Ouais, strat aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. ouais, C'est, voilà. d'accord. Que ça, nous, on sera content que ça nous échappe et que Mhm. ça devienne un gimmick que tout le monde reprend et que on est juste déclencheur là-dessus. Et Merci donc, à vous. Il y a merci, d'autres pitchs derrière, donc je me retire. ok, merci Tariq. Merci. Yves Michel dans le chat parle d'un livre qu'il a écrit sur la fraternité qui s'appelle Osons la fraternité. Donc peut-être que vous devriez vous connecter. Il a laissé son mail dans le chat. Donc Yves, n'hésitez pas à poster aussi sur le Padlet votre bouquin. Comme ça, on pourra le retrouver. Comme le temps passe, je vais accélérer un tout petit peu avec Sarah. Est-ce que Sarah, tu es là, Sarah Durieux? Oui, je suis là. On parlait de burn-out associatif juste avant, là. Mm, Donc peut-être que c'est un peu lié aussi quand même ouais, à ta thématique. Donc absolument. Sarah, tu viens d'écrire un bouquin qui s'appelle Militer à tout prix Ouais. et que tu vas nous présenter. Eh bien, bonjour tout le monde. Je pense qu'on est vraiment dans le thème, puisque en entendant les intervenants, Tariq et Fred juste avant, je pense qu'on est vraiment dans la même idée. Donc, juste pour expliquer d'où je parle, moi, je suis activiste et organisatrice, et on utilise ce terme pour parler des personnes qui, finalement, accompagnent, structurent, soutiennent, coordonnent des initiatives militantes et qui ont pour but surtout de faire remonter les voix des personnes concernées dans les thématiques de plaidoyer et de débat public. Et donc cette posture-là, c'est une posture qui est une posture d'aidante, je dirais, dans le milieu du militantisme. Et c'est la posture que j'ai depuis une quinzaine d'années maintenant. Et donc ça m'a intéressée ces dernières années de me poser des questions à la fois sur moi, mes propres comportements, mais aussi sur les comportements que j'ai vus dans les milieux militants qui nous empêchaient de faire collectif. Puisque je pars du principe, et je pense qu'on en a entendu plein d'exemples là juste avant, que finalement, on est quand même beaucoup plus nombreux à vouloir vivre dans une société égalitaire, respirer un air pur, manger bien, avoir nos droits respectés, pouvoir participer à la fabrique de notre société. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à devenir majoritaire? Et je pense qu'un des problèmes que l'on rencontre, c'est justement notre difficulté à faire collectif. Ah, je m'entends en double. Je sais pas si... Vas-y. Allô? Ouais. Ah, ça y est, Le c'est problème, résolu. c'était notre difficulté à. Ouais, c'est notre difficulté à agir en collectif. Ouais. Et donc, en fait, j'ai voulu reprendre un petit peu de ces symptômes que je vois, pour moi, qui est une culture de la domination dans le milieu militant. J'utilise ce terme parce que je suis militante féministe, je travaille sur les sujets de racisme et de discrimination aussi. Et donc, ça m'intéressait de faire le parallèle entre ces logiques de domination qu'on décrit, en fait, pour parler du patriarcat, de la suprématie blanche, mais aussi du système capitaliste, pour dire comment, en fait, ça se joue et comment est-ce qu'on le rencontre aussi dans notre manière de militer ensemble. Et donc, en fait, comme le disait Fred à juste titre, il y a une culture de la compétition, mais il y a aussi une culture de l'écrasement dans le militantisme. Il y a aussi une culture de la recherche d'échelle plutôt que la recherche de coalition, de l'approche purement quantitative de l'impact, enfin de la mesure d'impact de nos projets, plutôt que de se poser la question du qualitatif, parce qu'on a des enjeux financiers aussi, qu'on doit lever de l'argent et que donc on doit adopter certains codes qui sont des codes d'un système qu'on essaye justement de démonter. Et puis après, il y a d'autres questions qui ont beaucoup été discutées ces temps-ci. Et je pense qu'on est dans une période très compliquée aussi, une période pré-fasciste de plein de points de vue. Et donc, il faut se poser aussi la question de comment est-ce que nous, on se comporte les uns avec les autres, comment est-ce qu'on crée du lien, comment est-ce qu'on retient les gens dans le militantisme, parce que beaucoup en partent de burn-out, de fatigue, d'épuisement, mais aussi comment est-ce qu'on amène de nouvelles personnes à militer avec nous. Et pour moi, c'est ça l'enjeu de tout militant ou militante, c'est de se poser la question d'élargir, d'aller chercher beaucoup plus loin. Et donc, ce livre, il m'intéresse à la fois pour explorer finalement ces symptômes d'une culture de la domination, qui sont des symptômes qu'on retrouve partout dans la société, mais qu'on répercute et qu'on on fait exister aussi de manière particulière dans le militantisme, et puis de proposer aussi une analyse d'où ça vient. Parce que je pense que le meilleur moyen de comprendre en fait ces symptômes, c'est de comprendre en fait comment ils viennent à la fois de nos expériences personnelles, mais aussi de la structuration de la société, des inégalités systémiques qui existent et qui nous mettent en concurrence notamment.
Et donc, cette analyse, elle nous permet du coup aussi de proposer des solutions. Donc, c'est un livre qui est aussi tourné, pas uniquement vers l'idée de dire tout va mal, c'est horrible. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien, mais il y a aussi beaucoup de choses à améliorer si on veut faire grandir nos mouvements. Et donc, des pistes d'action, et c'est assez intéressant, je rebondis sur ce que disait Fred à l'instant. Premier chapitre, par exemple, je parle de la culture de l'hégémonie dans le militantisme. Il faut toujours être le plus gros, le premier. Je suis bien placée pour en parler, puisque j'ai été directrice de la plateforme change.org, qu'on présentait toujours comme la plus grande plateforme de pétition en ligne. Qu'est-ce que ça dit, en fait, de notre manière de militer quand on essaie d'être hégémonique? Est-ce qu'on peut aller plus vers la coalition? Est-ce qu'on peut aller plus vers une approche, finalement, du changement social qui fonctionne en écosystème? Ça, c'est un exemple de chapitre que je traite. L'idée de ce livre, c'est vraiment d'ouvrir une conversation. Donc, pour le faire, j'ai interrogé une quinzaine d'activistes et militants et militantes qui agissent sur différents sujets, dans différents espaces, que ce soit des collectifs locaux ou des ONG internationales. Et donc, j'ai repris en fait leurs témoignages que j'ai mêlés aux miens et je parle aussi de mes propres expériences, plus en m'appuyant sur, bien sûr, des analyses d'autres personnes qui ont réfléchi à ces dynamiques collectives avant. Ouvrir cette conversation, ça me semble important parce que je pense sincèrement, je ne sais pas combien d'entre vous sont dans des espaces très militants, très radicaux, mais moi, ça me pose beaucoup de questions parce que j'y passe beaucoup de temps et je pense que c'est un de nos enjeux, c'est de faire revivre en fait une culture vraiment de lutte contre ces dominations aussi en milieu militant. Voilà, donc ah bah, merci d'avoir mis le lien, Rudy. Le livre est à découvrir sur le lien que vous voyez sur le Padlet. Moi, je vais être dans différentes villes de France pour en discuter aussi. Et à terme, l'ambition, c'est peut-être d'ouvrir des espaces de conversation sur ces questions-là. Donc peut-être avec certains et certaines d'entre vous qui s'intéressent aussi à ces dynamiques-là. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Merci. Top, merci beaucoup, Merci. Sarah. Mon micro était coupé, désolé. Euh, Thierry, tu voulais réagir ou quelqu'un Non, a non, envie non, de... je demandais si certains voulaient réagir, effectivement. D'accord. Donc, je redemande aussi si certains veulent réagir. En tout cas, vous avez le lien dans le Padlet donc, qui est ici. Et donc, vous pouvez l'acheter pour votre structure. Je pense il y a un changement de culture à opérer dans nos milieux. Donc, je pense que ça peut faire progresser les choses. Et Sarah, donc, que tu interviens, toi, dans des... Est-ce qu'on peut te faire intervenir ou Oui, justement, j'ouvrais mon micro en t'entendant parce que donc il y a pas mal de rencontres en librairie, mais je commence aussi à intervenir dans des espaces militants, collectifs, dans des organisations pour en fait ouvrir la conversation. Donc soit sous forme d'arpentage du livre, soit sous forme juste de conversation ouverte. Donc là, le premier événement, c'est samedi matin dans la commission féminisme de EELV qui ouvre une conversation sur le burn-out militant. On va pouvoir en parler. Et pour répondre peut-être aux commentaires dans le chat, ce qui est assez intéressant, c'est que moi, au départ, je me suis dit, finalement, je parle d'un certain point de vue de militante féministe parisienne qui utilise beaucoup les réseaux sociaux pour militer, même si je fais aussi beaucoup de travail de terrain. Est-ce que finalement, je n'ai pas une vue un peu spécifique? Et finalement, en interrogeant des acteurs de beaucoup de secteurs et de tous âges aussi, je tiens à le dire, on retrouve vraiment les mêmes dynamiques. J'ai parlé avec un collectif qui défend la forêt, la forêt de Sénart, où il y a des personnes qui sont plutôt de plus de 60, voire plus de 70 ans, qui rencontrent exactement les mêmes dynamiques que des militantes féministes qui militent sur Instagram. Donc finalement, je pense que l'analyse, elle recoupe quand même pas mal de secteurs d'activité. Et sur les solutions, j'aurais du mal à j'aurais du mal à vous dire parce que finalement, sur chaque symptôme, je propose des solutions, mais je dirais que ce qui a été déjà présenté et ce qui ressort de la thématique de cet échange, c'est vraiment de se poser la question à la fois de l'ouverture vers d'autres personnes, de la nuance aussi. Je pense que ça, c'est une vraie question qu'on a aujourd'hui dans l'espace qu'on est en train d'essayer de conquérir en fait en tant qu'acteur du changement social. C'est en fait comment est-ce qu'on va chercher des gens qui ne sont pas encore d'accord avec nous ou qui n'ont pas encore trop réfléchi à la question. La place de la nuance, la place de la curiosité, de l'humilité en fait dans notre capacité à travailler ensemble. Et surtout, je pense sortir d'une espèce de posture morale qu'on peut avoir en tant que militant et militante et se dire finalement, on a toutes et tous des biais, on a toutes et tous des manières de fonctionner qui sont questionnables. Et c'est pour ça que j'ai tenu
à vraiment faire mon autocritique aussi dans le livre pour ouvrir cette conversation et montrer que finalement, si on n'a pas cette autocritique chacun, on ne peut pas forcément avancer. Yes. Donc, c'est dommage qu'on n'ait pas Clara de Trace de Faux qu'on parle, parce que par rapport à la nuance, justement, c'est une initiative qu'on aura une prochaine fois, mais qui permet justement de favoriser le dialogue entre, et à laquelle Tariq a participé, je crois, de favoriser le dialogue entre personnes qui ne partagent pas les mêmes points de vue politiques. Donc, mais il y a aussi Place du Dialogue qui existe par rapport à ça, que je connais moi. Et c'est une association que vous pouvez solliciter, Place du Dialogue, et ils ont une méthodologie, et vous pouvez tous faire des places de dialogue dans votre quartier et animer des dialogues voilà, entre personnes qui ne partagent pas les mêmes points de vue. Donc, invitation au dialogue, si je résume, Sarah, hein, c'est ça. Hein. Oui, absolument. Ouais. Merci beaucoup, Sarah. On avance un petit peu pour avancer. Donc, j'ai mis le lien hein, vers le bouquin de Sarah sur le Padlet. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et puis, et Sarah, n'hésite pas à mettre tes coordonnées aussi sur le Padlet pour qu'on puisse te faire intervenir à des endroits pour faire évoluer les mentalités. Antoine, est-ce que tu es présent? Je suis présent. Tu es présent et je ne sais pas si on te voit parce que j'ai un. Normalement, ma caméra est activée. D'accord. Normalement. D'accord. Eh ben, je vais t'épingler pour tout le monde. Antoine, tu travailles chez Make Sense et à mi-temps, tu portes un programme qui s'appelle le programme Lumière. Et on va pouvoir le découvrir. Donc, et c'est un programme qui va résonner avec ce qu'on a dit précédemment, puisqu'il s'agit d'outils des associations, hein, je crois, pour lutter contre la vague de démantèlement actuel, que je reprends. Et rappelle ce que c'est que Make Sense aussi, parce que tout le Ouais, monde. voilà. Oh là là, c'est bien compliqué. Alors, Make Sense est surtout connu à cause de la plateforme jobs.makesense.org. Des gens qui ont envie d'arrêter de travailler dans un sous-sol à la Défense et de commencer à travailler dans l'ESS, par exemple. Mais qu'on fait aussi des programmes d'accompagnement citoyen, par exemple pendant le Covid. Si on avait envie d'aider les agriculteurs, on s'engager pour monter une centrale d'achat. On accompagne, on est aussi connu parce qu'on a plein d'incubateurs, voire des fonds d'investissement pour aider ces secteurs de l'ESS. Et on accompagne des collectivités et des assos. Moi, par exemple, je vais animer le séminaire de Médecins du Monde à la fin du mois. Dans les grandes lignes, mais c'est très vaste, du coup, on fait plein de choses différentes. Mais là, je viens vous parler du secteur associatif. Donc, hop, je vous demande de faire un petit exercice. On va fermer les yeux pendant 10 secondes et on va imaginer un monde sans association. Voilà. Ensuite, vous pourrez rouvrir les yeux pour pouvoir taper sur votre écran, sur le chat. Et je vais poser des thématiques et à chaque fois, n'hésitez pas à illustrer si vous avez entendu parler d'une étude ou si vous avez un exemple qui vient illustrer. Donc là, par exemple, un monde sans association, il y aurait plus beaucoup de fêtes, plus beaucoup de culture, sans doute plus de protection de l'environnement ni des droits fondamentaux. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre s'il y avait plus d'associations? Je vous pose la question. Je vous pose la question et en même temps, ouais, il y aurait plus de sport, il y aurait la guerre civile. Moi aussi. Ah. Et en fait, c'est un peu ce qui nous pend au nez. Parce que, bon, là, le taux des financements avait baissé de 15% en 15 ans, mais là, il va baisser de 15, voire plus, en moins d'une année. Il y a la loi de budget, il y a, par exemple, L214, le gouvernement a décidé qu'il fallait refiscaliser les dons à L214 pour les assécher et qu'ils meurent. Le président de la région Aura, il a décidé de couper toutes les subventions aux associations environnementales pour les redonner aux chasseurs, qui sont les premiers écologistes. Et puis aussi, il y a toute une logique où avant, on donnait de l'argent aux associations et maintenant, on leur dit, ah bah non, en fait, tous les ans, maintenant, vous allez devoir répondre à des appels à projets avec des critères flous. Et au dernier moment, on pourra décider de vous les donner ou pas. Donc, on va tout faire fonctionner le projet et plus du tout en mode structure. Donc, il y a plein d'associations qui risquent de fermer boutique avec tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, il y a ça, mais c'est un ciseau aussi parce qu'il y a aussi des attaques. Donc, il y a des attaques physiques
Il y a des associations où il y a des nazis, littéralement, qui viennent poignarder les gens. Il y a des vitrines du planning familial qui se font défoncer. Il y a du cyberharcèlement, les assos féministes le savent depuis un petit bout de temps. Il y a du chantage. Ah, ben on va vous enlever votre contrat républicain qui est attribué de manière un peu aléatoire. Il y a la Ligue des droits de l'homme aussi, Là, pourtant centenaire, hein, monsieur. ouf. Oui? Ah, C'était un Je micro. pense que c'était une erreur, un bug. ok. Quelqu'un qui n'avait pas coupé son La micro. Ligue des droits de l'homme aussi, qui a été carrément remis en question parce qu'ils avaient eu l'outrecuidance de quai un peu la gestion des forces de l'ordre à Sainte-Soline. Bon, je vais pas lister toutes les attaques. Par contre, moi, je suis intéressé que vous en mettiez d'autres aussi dans le chat. Ça va m'aider à faire la listing. Puis il y a aussi une nécrose du monde associatif qui est pas liée à des facteurs extérieurs. Donc, le bénévolat est en train de se repenser. Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent de bénévolat ponctuel. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a d'énormes problèmes liés aussi à la professionnalisation des assos ou au contraire à une ultra-radicalisation qui emmène une sorte de pureté militante qui va entraîner des conflits. Il n'y a pas forcément d'organes de médiation. Il y a des clivages générationnels. Moi, je connais des jeunes femmes brillantes qui sont rentrées dans une association. Puis là, il y a un mec de 70 ans, c'est la moyenne d'âge dans les CA des associations, qui lui ont dit, écoute, ma petite, elle a pris ses claques et ses clics et ses claques et elle est partie. Parce qu'on n'aime pas se faire parler comme ça. Et je parle même pas ensuite de. Alors, j'ai un petit problème de batterie, c'est bon. Je parle même pas de tous les burn-out. Il y a quelqu'un qui me disait assez récemment qu'en fait, son association fermé boutique si elle n'avait pas eu un bon trésorier dans son bureau. Mais en fait, dans la plupart du bureau ou des CA, les gens sont là un peu à titre symbolique, alors que les assos, au même titre qu'un bon trésorier qui permet à une association de fermer boutique, en fait, ils auraient aussi besoin de cadres associatifs bénévoles. Il y a besoin de la même chose pour repenser la mobilisation citoyenne. Il y aurait besoin de la même chose pour faire du plaidoyer avec le mouvement associatif, pour par exemple protester contre les coupes budgétaires. Il y aurait besoin de la même chose pour la sécurité numérique. Il y a des gens qui se font harceler. Ils devraient pouvoir se former à comment on répond sur les réseaux sociaux parce que ça les épuise. Il y a des gens, ils ont besoin d'être formés sur les Restos du Cœur. Ils ont viré Colombe parce qu'elle était allée à un meeting de Marine Le Pen. Ça a fait les choux gras du RN. Il y a, par exemple, ils auraient pu s'inspirer de comment Colibri a géré la crise quand tous les gens qui étaient anti-vax, après s'être fait embrigader par des chaînes YouTube, sont devenus antisémites dans les écolieux. Il y a des trucs sur la médiation, le nombre de gens et d'associations qui ont explosé parce qu'ils n'avaient pas d'organes pour faire du care ou pour faire de la médiation. Voilà, toute une culture de coopération, toute une culture de l'aller vers, et il y aurait besoin de cadres associatifs de qualité. Et c'est pour ça que nous, du coup, de Make Sense, mais on travaille avec Fertile, on travaille avec l'UDN, on travaille avec l'AFL, Alice Barbe. On met en place un programme de recrutement qui ont envie de s'investir de manière un peu stratégique, en se disant, en fait, ces associations, elles sont là sur le territoire depuis 10, 20, 30, 50 ans, et c'est le meilleur outil pour faire les verts, pour parler aux gens, pour se rendre utile au laisser pour compte et recréer du lien. Et en fait, si ces associations disparaissent, en fait, on sera à poil pour les municipales et pour les législatives. Et en fait, c'est un héritage crucial pour réussir à faire survivre l'Aller vert. En Hongrie, ils ont réussi complètement à le dézinguer et la société civile va pas se relever. Et du coup, ça fait un boulevard pour les autocrates. Au Brésil, ils ont réussi à maintenir ce tissu associatif et ils ont réussi à construire le post-Bolsonaro. Donc nous, on propose un programme de recrutement et de trouver des gens qui ont envie de s'investir de manière stratégique dans des associations pour maintenir ce tissu associatif qui sera clé pour les prochains combats, pour les prochaines tempêtes, qu'elles soient politiques ou météorologiques. Et on proposera tout un programme pour qu'il soit plus légitime, accompagné, bien rythmé pour que les gens ne perdent pas leur temps. On recrute aussi des assos. Des assos qui se disent, bon, bah, nous, en fait, si on prend pas le virage et qu'on n'arrive pas à se renouveler, on va mourir. Moi, mon oncle Thierry, là, qui était président de France Nature Environnement, il a eu une crise cardiaque dans son jardin l'été dernier. C'était le recours juridique. Il a sauvé des centaines, voire des milliers de terres agricoles pour éviter qu'elles soient artificialisées. Et en fait, quand il est mort, son asso est morte en même temps. Il n'a pas réussi à passer le flambeau. Et donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de réussir à former sur chaque département. C'est ce on voudrait qu'en 2027, sur chaque département, il y ait 10 lumières qui s'est intégrées dans 5 à 10 assos et que ces assos, en fait, elles forment des coalitions. J'utilise les mots-clés. Des coalitions pour se serrer les coudes dans les moments un peu difficiles et pour
créer un maillage territorial qui va permettre de résister à la montée des régimes illibéraux ou en tout cas d'éviter leur prise de pouvoir. Donc, on propose avec plein de partenaires plein de formations. On a commencé à faire un petit questionnaire dont je vais vous mettre le lien sur le chat. On cherche aussi des partenaires sur le contenu. Donc, par exemple, Sarah, sur le côté comment éviter les burn-out militants, on sera ravi de faire une masterclass avec les Lumières. Et peut-être là, du coup, on va avoir 10 personnes, donc 1000 personnes dans le département. Mais pour le moment, on va commencer sans doute dans le département de la Savoie. Donc, on cherche des assos bénévoles qui seraient prêts à mener le prototype avec nous en Savoie. Tic-tac-touc, bon voilà, hein, dans les grandes lignes, je crois que c'est tout. Merci. Ok. Top. Est-ce que ce que je projette là actuellement à l'écran, c'est d'actualité? C'était jeudi dernier, donc c'est plus. C'était jeudi dernier, ouais. Mais par contre, voilà, on en fera d'autres par la suite et je vais laisser aussi mon email. Donc, si vous êtes intéressé en tant que, enfin, vous pouvez déjà remplir les petits questionnaires. Et puis voilà, hein, je peux répondre aux questions s'il y en a. Ok, là, il y a effectivement le questionnaire ici. On va le mettre sur le Padlet pour le retrouver, quoi. Ok, et du coup, là, ce que tu recherches, c'est des gens qui veulent s'impliquer ou des gens qui ont besoin de cette association, qui ont besoin de compétences? Alors, moi, je recherche des gens qui ont envie de se dire, bon, bah voilà, j'ai envie de m'investir dans une asso, j'ai envie de Hmm. faire de l'allée vert et tout ça, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai envie de l'utiliser de manière la plus stratégique possible. Je cherche des assos qui seraient prêts alors pas nécessairement dans le CA ou un truc comme ça, mais un peu ce rôle de cadre bénévole, un peu chef de projet, plaidoyer, sécurité numérique ou quoi ou qu'est-ce. Et aussi, on cherche des partenaires contenus. Donc, je prenais l'exemple sur le burn-out, mais si vous avez des super contenus sur comment on forme des cadres associatifs sur d'autres sujets, par exemple sur la sécurité numérique ou sur l'IA, par exemple, nous, on avait bénéficié d'une super formation de Monsieur Bardot. Vous êtes les bienvenus aussi pour proposer ces contenus. Top. Bon, ben, je crois que c'est clair. Est-ce que dans le chat, il y a eu quelques petites réactions? Donc, tu pourrais laisser Antoine dans le Padlet une petite fiche pour Oui, je présenter, vais mettre, écrire ça. ouais, mettre ton mail. Il y a une question, quels secteurs sont couverts par le programme? C'est des secteurs géographiques ou des secteurs d'action? C'est Sabrina qui pose la question. Donc, Sabrina, action. Ok. Globalement, là pour le moment, on a dans les assos partenaires, on a eu Terre de Liens, on a la Croix-Rouge, on est en train de parler avec l'ADI, ça peut être une ressourcerie, ça peut être une association sportive. Toutes les thématiques, que ce soit sur l'accès au logement, la défense de l'environnement, on a les colibris aussi qui ont rejoint les associations partenaires. Donc, globalement, tant que c'est pour de la culture, du social ou de l'environnement, enfin, c'est les thématiques qui sont adressées à Make Sense, vous êtes les bienvenus. Ok. Et puis, on peut aussi danser, je crois, Antoine, avec toi, Ouais, en fait, j'ai hein. entendu parler de ce pique-nique niaque sur le à 2 heures du matin en rencontrant Rudy, ouais. À la Bellevilloise. Et du coup, tu as un truc qui s'appelle Chorégraphie 2028. Et tu peux en parler en 3 secondes c'est vachement intéressant aussi, ça. 3 secondes. Bon, en gros, les debunks ne marchent pas tant que principalement touchés par des émotions. Et l'extrême droite utilise ça de manière assez efficace. Donc moi, pour sensibiliser les gens sur les dangers de la montée des régimes illibéraux, j'organise des petits spectacles de danse où, par exemple, en racontant l'histoire du swing, je montre comment les cultures se mélangent et comment, par exemple, le père avait interdit les balles swing parce que c'était indigne pour des Ariens de danser sur de la musique créée par des Noirs, qui plus est dans les orchestres composé aussi par des juifs. Et donc, c'est un mélange entre un cours de danse, un cours d'histoire, et ça permet voilà, de redonner de la joie aussi dans le militantisme, de montrer comment on marche aussi sur les épaules de géants et de se dire que le militantisme, ça peut être joyeux, funky et même. Top. Bah écoute, je mets si ça te va, je mets aussi le lien dans le Padlet parce que je trouve ça hyper. C'est une manière de parler des sujets qui est aussi importante par la culture, quoi. Et voilà. Donc, il y en a besoin. Bah merci Antoine. Tac, je mets ça dans le Padlet.
J'ai mis le lien vers ton compte Instagram aussi, hein. On va passer au prochain intervenant, si ça vous va. Donc, on avait fait quelque chose de paritaire, mais malheureusement, on a des désistements. Donc, Clémence de Village Vivant sera là pour une prochaine. Et du coup, je vais demander à Damien, s'il est là, de bien vouloir se manifester. Ça va, Damien? Je suis là, tout T'es à fait, bien sûr. t'es Bonjour. là? Ah bah, c'est super. Tac, je te mets en avant pour tout le monde. Ouais, normalement, on te voit. Salut Damien. Donc, Damien, tu as lancé un truc qui s'appelle les curiosités. Et on a bah, voilà, curiosité d'entendre pour aussi, mange pas sur ton pitch, mais pour promouvoir un petit peu l'ouverture d'esprit sur d'autres sujets. Et c'est essentiel dans les moments qui viennent un petit peu sombres. Donc, et ça va nous donner un peu d'air. Donc, je te laisse pitcher. Eh ben, j'espère que ça va donner un peu d'air. Est-ce que déjà, d'un point de vue technique, vous m'entendez bien? Ça va? Ouais. Ouais. Ça va, ouais. Alors, bah, du coup, bonjour Rudy, bonjour Thierry, bonjour Nicolas, mais bonjour à tout le monde aussi. Moi, c'est la première fois que je participe à un événement du réseau NIAC. Et donc, c'est aussi la première fois, pour tout vous dire, que je vais avoir l'honneur et peut-être la tâche lourde et difficile de vous présenter le projet des curiosités, puisque c'est un premier pitch. Et pour ça, j'ai fait une présentation pour l'occasion. Bravo. Alors, si ça vous convient, je vais vous Mais pas partager. plus de 5 minutes, attention. Non, 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 bien sûr que non. Est-ce que je peux partager mon écran? Euh, c'est possible, ça, Rudy, ou pas? Comment il faut que Ouais, t'autorise. Ça y est, je t'ai autorisé. Et donc, si je projette, c'est que comment ça se passe? Bah, Partager. normalement, là, tu devrais pouvoir le Et faire, voilà. là. Est-ce que ça va fonctionner? Sinon, je ferai sans. Écran entier, il y a un bug sur le truc. T'as le bouton partager, là, en bas? Ouais, ouais, mais visiblement, ouvrir les paramètres, je sais pas quoi. Bon, sinon, je vous le renverrai pour pas faire perdre de temps. Euh, Sinon, tu m'envoies le lien vers ta présentation dans le WhatsApp et je le partage. bah ouais, mais c'est un Ok. fichier interne. Je peux essayer de commencer, de te l'envoyer en parallèle, voir si jamais ça Ok. fonctionne. En fait, non, je l'ai en PDF, donc je vais te l'envoyer tout de suite. Excusez-moi, évidemment, c'était pas prévu comme ça. Tac. Il ne te Euh, reste plus que 4 minutes. Zéro. Ouais, 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 ouais. Alors, Rudy, tu me diras si c'est bien reçu et si tu Ok. reçois, tu pourras Je te le envoyer. partage. Ok. Tu m'as envoyé par mail, hein, c'est ça? À l'instant, ouais. Ok. Du coup, effectivement, j'ai lancé un projet qui s'appelle Les Curiosités depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et en fait, ce projet est né d'une curiosité personnelle. Euh, et c'est nul parce que du coup, j'allais vous montrer plein de choses. Là, j'ai reçu le Et bah, doc, là. si tu peux ça sera peut-être mieux, même quitte à perdre encore 30 secondes, mais si tu peux le Ouais, ouais, projeter, je te le projette. Paf, là, c'est... Tac, c'est bon. génial. 3 minutes. Merci. Si tu peux être en plein écran, ce sera encore mieux. Ok. Donc voilà, donc les curiosités, c'est un projet que j'ai lancé il y a un peu plus de 2 ans, d'abord de manière très expérimentale, j'y reviendrai, et aujourd'hui j'essaye de professionnaliser tout ça, tu peux passer... Donc voilà, donc ça on va passer vite, mais j'ai toujours été curieux, surtout sur des sujets de transition, d'impact depuis très longtemps, avec des magazines. D'ailleurs j'en profite peut-être pour essayer de vous rattraper après cette heure 44 de discussion, enfin non, Mhm. 1h14 de discussion. Si jamais les personnes qui sont présentes peuvent juste mettre dans le chat ce que vous évoque l'idée de curiosité, à la fois pour vous, si ça vous parle, et éventuellement pour la société aujourd'hui. Je trouverais ça intéressant comme thématique. Il n'y a pas de bonne réponse, évidemment. Tous les mots qui vous viennent instinctivement sont les bienvenus. Et donc, tu peux passer à la suite, mais j'ai toujours été curieux voilà, de festivals de culture, voilà. J'ai toujours été curieux de faire des nouvelles rencontres, de partir un peu de manière originale à l'autre bout du monde en bateau, en train. Voilà, c'est la baie de Kotor où je suis allé
en bateau. Et au milieu, c'est Don que j'ai rencontré au Canada il y a une petite dizaine d'années, avec qui je fais des Skype tous les 6 mois, qui a plus de 80 ans. Et j'ai toujours été un peu intéressé par faire des rencontres qui sortaient de mon cercle social, aussi de par une sorte de besoin de m'extraire d'une condition sociale et de renouer du lien qui me semblait manquant dans notre société. Tu peux avancer aussi, Rudy. Peut-être je vais te faire tac, si tu veux. Donc concrètement, moi j'ai toujours aimé graviter entre des univers qui se côtoyaient peu ou pas. J'ai fait une école de commerce et en même temps, très tôt, je me suis intéressé à l'innovation sociale et j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur le mouvement des makers et les low-tech et les villes résilientes. J'ai fait du partenariat associatif dans l'ESS en côtoyant des gens dans des sphères, dans des boîtes du CAC 40 à la Défense. Et en même temps, le week-end, j'allais dans des tiers-lieux comme la Gare des Mines ici, que certains connaissent peut-être. J'ai toujours aimé aller dans des beaux lieux institutionnels comme l'amphithéâtre de la Sorbonne où j'étais à la Cité de la Réussite il y a quelques mois. Et en même temps, ça me paraît nécessaire d'aller dans les fermes et là où les choses beaucoup plus concrètes se passent. Ça, c'était un apéro de gens qui s'installent pour des nouvelles terres il y a quelques temps, que j'ai fait dans le Loiret. Et j'ai toujours été intéressé par les sujets de transition sociale. Et en même temps, je suis allé assister à un meeting du RN pendant les législatives parce que ça me paraissait intéressant de comprendre ce qui se passait sur place plutôt que de juger depuis mon ordinateur de lecture de texte, etc. Donc tu peux avancer aussi. Donc en 2020, un peu fort de ces idées de besoin de créer du lien entre des mondes qui se parlent peu, l'idée de nuance qui a été pas mal évoquée aujourd'hui, j'ai eu une idée de projet et évidemment le pangolin nous a fait rester chez nous. Donc au moment où j'avais ces idées, tu peux passer Rudy, et ben j'ai été un peu privé de lien, donc c'était incapacité pour moi. Donc j'ai continué à mûrir cette idée de curiosité et j'ai vu un article d'une philosophe qui s'appelle Laurence de Villers. Il me reste quoi, 2 minutes à peu près? Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, Allez, vas-y. qui faisait l'éloge de la curiosité et ça m'a beaucoup interpellé parce qu'elle, enfin, vous savez, c'est ce genre de lecture qui vous parle au plus profond de vous-même et elle fait l'éloge de l'inconnu en fait. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui dans notre monde, on a vite tendance à s'enfermer dans nos entre-soi, mais aussi à peu prendre de risques. Et je crois qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et la curiosité, pour moi, est un super moyen de s'ouvrir et de créer des ponts entre des écosystèmes, des mondes, des personnes qui ne se parlent pas. Donc, un peu fort de ces idées, j'ai commencé à tester autour d'un anniversaire à la campagne des petites curiosités en faisant participer des gens et en essayant de rassembler des gens différents. En 2023, on a parlé de burn-out. J'ai jamais trop mis ce mot-là, mais je suis sorti d'une fatigue professionnelle très forte et j'ai pris du temps pour moi. Là, c'est Monsieur Jacques Lacan que j'ai connu à cette époque-là et que je connais depuis 2 ans maintenant. Et puis, ma bibliothèque, je la regardais et je me disais, c'est quand même trop bête de garder ces centres d'intérêt pour moi tout seul. Et donc, j'ai lancé ce que j'ai appelé une curiosité. Une curiosité, c'était quoi? C'était un événement où j'ai rassemblé des curieuses et des curieux. Attends, tu peux revenir juste rapidement sur l'autre, pardon. Et donc, j'ai fait un premier événement, puis j'ai rencontré Aurélie dans un concert et qui est comédienne et avec qui j'ai organisé un événement, une deuxième curiosité à la campagne. J'ai rencontré Iba dans un café à Aubervilliers, qui est une sculptrice qui sculpte la calebasse. Je ne sais pas si vous connaissez la calebasse, mais c'est une plante, c'est un fruit qui est présent multiséculaire dans plein de régions du monde entier et qui a le pouvoir et la richesse de pouvoir faire dialoguer des cultures. Et donc, on a organisé une curiosité dans un jardin partagé aux 4 chemins à Pantin, à côté de là où j'habite. Et on a rassemblé une vingtaine de curieuses et de curieux venus pour l'occasion. Tu peux, ouais, super. Donc là, je vais vite aussi, mais ensuite, j'ai testé énormément de choses. J'ai organisé une soirée de lancement de la communauté des curieuses et des curieux à Pantin, à la cantine pas si loin. Je suis sûr que certaines et certaines d'entre vous connaissent. J'ai vu qu'il y avait une soirée au Relais l'année dernière, donc c'est pas très loin. Euh, j'ai organisé d'autres événements, des curiosités, un petit festival qui avait pour but de faire dialoguer sur l'homme et la machine, qui était un peu re-questionner notre place dans la technologie en partant d'Homo sapiens. C'était une expérience sur 3 jours, partir d'Homo sapiens le vendredi soir jusqu'à l'arrivée des IA génératives le samedi et le dimanche et comment faire cohabiter ces mondes-là. C'était un peu l'objectif du festival. Voilà, je vais vite aussi. Tu peux passer Rudy. Et aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Eh ben, j'ajuste beaucoup, je professionnalise la chose et donc j'organise des cafés curieux en ce moment où le but c'est sur des thématiques de société. Donc là, les photos que vous voyez, c'est des événements qui se sont passés dans les derniers jours. En haut à droite, c'est à l'Éternel Solidaire, un tiers-lieu du 19e arrondissement, pour parler de solidarité de quartier et discuter un peu des leviers de solidarité, comment recréer du lien dans un quartier. Ensuite, en bas à gauche, c'est le Collège des Bernardins. On a été accueilli par un chercheur sur les questions de polarisation et de démocratie. Et en bas à droite, c'est la semaine dernière, c'était un atelier d'artistes à Quentin.
pour parler des réseaux sociaux et de dystopie. Aujourd'hui, On t'entend plus. Il n'y a plus de son. bah, c'est bizarre ça. Un, deux, Ah, trois. ça y est, vas-y. Parce Au que bout de j'ai 5 perdu minutes, mon on crédit. coupe. C'est ça, oui, Parce que c'est j'ai ça. fini mon crédit. Ça y est, tu as perdu ton crédit. Donc, Bon, qu'est-ce voilà, qu'on- j'en termine, mais pour finir, moi, du peu que je connaisse de Niac, moi, je vous invite à venir au prochain café. Il y en a un cet après-midi à Get Up à Saint-Denis, mais ça fait probablement tard pour vous. Si jamais il y en a qui n'étaient pas loin et disponibles, vous êtes bienvenus. Et sinon, il y a deux, trois cafés qui sont prévus encore. Quatre filles, je crois qu'il fait partie du réseau aussi. Donc voilà, tu peux passer. Et les autres choses, je vous renverrai le lien vers les autres événements. Tu peux passer aussi. Et peut-être les autres choses que voilà, les questions que je peux vous poser, c'est comment est-ce que vous arrivez à décloisonner, moi aussi, qui ai gravité dans le monde de l'ESS, comment est-ce qu'on crée des ponts avec d'autres mondes aussi? C'est ça qui me paraît vraiment hyper important. Moi j'ai un peu une frayeur pendant 2 ans, je suis pas allé sur les réseaux sociaux parce que ça m'enferme dans des bulles et c'est vraiment ce dans quoi j'ai envie de sortir de ça. Donc est-ce que vous avez des idées de retour d'expérience de communication de terrain qui arrivent à créer du lien? Ça m'intéresse vraiment. Comment est-ce qu'on parle d'enjeux qui sont sous-visibilisés aujourd'hui? Il y a plein d'initiatives qui existent et peut-être voilà, mieux comprendre des initiatives originales et créer des ponts. Et j'en termine, dernière slide, je crois, Rudy. Après, ça, c'est pas fini, mais voilà, un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. J'ai déposé un premier dossier pour faire des dîners curieux avec une structure qui fait des cours de FLE et d'alphabétisation à Romainville, auprès de la Seine-Saint-Denis et d'Est-Ensemble sur les contrats de ville. S'il y a des agents des collectivités dans le réseau, ça m'intéresse beaucoup de pouvoir en parler, comprendre les besoins, qu'est-ce qui est fait sur les analyses de besoins sociaux, qu'est-ce qui marche pas, ce genre de choses. Il y a probablement, mais j'y verrai plus clair dans 3 semaines, une recherche citoyenne qui va se lancer avec le Collège des Bernardins. Et j'en termine là parce que j'ai déjà grillé du temps. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et j'espère qu'on pourra prolonger les échanges. Top. Bravo Damien pour ce premier pitch. Je pense qu'on se reconnaît, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans ta démarche et ton cheminement. Et tu avais posé pas mal de questions à la fin. Donc si il y a des personnes qui ont des réponses ou avec qui ça résonne, ce type de questionnement, parce que c'est assez courageux de porter ce genre d'initiative et évidemment que ça pose énormément de questions, bah, n'hésitez pas à prendre la parole ou à rebondir ou prendre un lien avec Damien. Damien, tu mets ta fiche aussi sur le Padlet, mais ouvrez votre micro si jamais vous voulez réagir tout de suite. Moi, je veux bien partager, Damien, moi c'est Aline, Aline, ouais. et je travaille justement pour faire émerger des projets de territoire dans des lieux historiques. Je viens de remplir le Padlet tout à l'heure. Et effectivement, je profite de ces terrains de jeu pour brasser, pour hybrider, pour croiser et pour générer des choses un peu improbables. Donc on peut en parler, ouais. Avec grand plaisir, chère Aline. Je vais Ok, laisser bah, mon mail aussi, peut-être, si jamais il y en a qui sont intéressés à prolonger les échanges. yes. Yann qui dit que voilà, faut qu'on parle effectivement. Qui devait parler aujourd'hui pouvait être une belle initiative. Il nous reste 5 minutes. Clotilde, est-ce que tu es là? Sinon, il y a aussi Ah oui, il y a Arthur Arthur Hay qui est là, et qui est Clotilde qui l'ancien peuvent stagiaire pitcher. de NIAC, qui est coursier solidaire, enfin, qui a créé le syndicat des coursiers à Bordeaux, et qui veut nous parler de sa maison de. Qu'est-ce que c'était déjà ça? La maison de. La maison des livreurs. Les maisons des livreurs, voilà, c'est Ok. intéressant. Et alors, vu il nous reste allez, 5-10 minutes et Vas-y, que moi je Arthur. suis sensible à la parité, je voudrais bien faire intervenir Clotilde rapidement et Arthur rapidement, si ça vous va. Parce que Clotilde, je trouve que ça matche bien avec ce que vient de dire Damien aussi, mais sur le côté sport. Donc voilà, deux pitchs pour finir, si ça vous va. Ok. Clotilde. Et Ouais, après Arthur. je suis là, j'improvise du coup. Bonjour à Yes. toutes et tous. Moi, je suis Clotilde, je suis une ancienne porte-parole de WeShare. Donc, ce que vient de dire Damien m'a pas mal rappelé quelques souvenirs de WeShare. Et j'ai fondé depuis 2 ans un média qui est composé d'un podcast et d'une newsletter qui s'appelle Vent debout et qui s'intéresse au rôle du sport dans la société. Et en quoi aujourd'hui le monde du sport est à la hauteur des questions et de ce qui se passe sur les questions environnementales et sociales.
Et ce qui m'a amené à lancer un petit peu cette dynamique, c'est qu'en fait, dans WeShare et dans les milieux que je côtoyais, je voyais que très souvent, en fait, la question du sport, elle était jamais, mais vraiment jamais prise en compte. Il y a encore beaucoup, et on le voit quand on étudie le sujet, encore beaucoup de mépris culturel à l'égard de cette industrie. Et à contrario, le monde du sport est complètement à la ramasse sur plein de sujets de société également. Et en fait, c'est ça et j'ai lancé ça avec Sylvain Palais, on est deux, qui nous a poussé à nous intéresser à ce sujet-là en se disant, mais tiens, en fait, il se passe quand même énormément de choses. Le monde du sport, c'est un endroit qui peut être, et je dis bien qui peut être et pas qui est, parce qu'il y a encore beaucoup de mythes autour du sport, comme quoi dès qu'on fait du sport, on est tout de suite rempli de belles valeurs, que le sport, ça peut un peu changer la société, tout ça. Il y a beaucoup de bullshit, il faut un peu creuser. Mais néanmoins, il y a quand même aussi beaucoup de vrai dans, justement, tout à l'heure, on évoquait les associations. Le tissu associatif en France, c'est encore principalement des petites associations, enfin les bénévoles en France à travers des associations sportives. Et donc voilà, donc on le voyait comme un joli véhicule pour se poser la question de comment on en vient à parler d'écologie dans ces milieux-là et en allant toucher de nouvelles personnes et de nouveaux publics, mais aussi d'alerter sur les questions du racisme, du sexisme qui sont encore extrêmement présentes dans le sport et qui gagnent du terrain aujourd'hui. Et donc il y a un énorme enjeu aussi à aller s'intéresser à ce qui se passe parce qu'on a trop souvent délaissé ce champ du sport, alors que justement il est un petit peu précurseur parfois de lois liberticides qui peuvent derrière se développer dans la société. On l'a vu pendant les Jeux Olympiques de Paris, qui ont été un véhicule pour justement imposer sur la vidéosurveillance et l'IA, mais d'autres choses en fait comme ça. Donc voilà. Donc moi, c'est Vent debout, à la fois un podcast, une newsletter hebdomadaire, des confs, et c'est vraiment une sorte de travail de plaidoyer, en tout cas pour pousser l'industrie sportive à faire mieux et à retrouver un petit peu ces valeurs émancipatrices qui font la promotion d'un sport pour tous et que ça soit vraiment incarné. Ok, Voilà, c'est très court. merci Clotilde. Jules, est-ce que vous êtes toujours là? On a mordu sur le temps et du coup, on n'a pas pu faire intervenir. Vous êtes parti. Il est parti? Ok, bah, il pitchera la prochaine fois. Merci beaucoup Arthur. Clotilde. Et puis Arthur, du coup, the last but not the least. Eh ben, bonjour tout le monde. Bon, je vais être très rapide, hein, vu que j'étais pas prévu au programme. Merci de m'inclure au dernier moment. Ça fait plaisir de Euh, te revoir, cher ami. ah Ça ouais, fait ça fait longtemps. longtemps, Thierry. Et j'étais stagiaire du NIAC il y a 10 ans maintenant. Ouais, ça va. Voilà, premier stagiaire. Exactement. Et voilà, après ce stage, ben, moi je suis devenu en grosso modo livreur à Bordeaux. Voilà, le lien NIAC, livraison à vélo, il faut que je le trouve exactement, mais voilà. Et donc j'ai commencé par travailler pour Deliveroo, puis Uber, et avec des collègues, on a monté le premier syndicat donc de livreurs uberisés à Bordeaux, à l'époque où encore c'était pas sûr que ce soit légal de monter un syndicat en tant que micro-entrepreneur. Euh, donc voilà, depuis le temps a bien avancé et ben, j'ai été viré de toutes les plateformes parce qu'il n'y a pas de droit à la représentation syndicale dans ces milieux-là, hein. Je rappelle un petit peu le topo. Tous les travailleurs ubérisés sont payés à la tâche. Ils ne décident pas des prix, donc évidemment le tarif de cette tâche diminue continuellement dans le temps. Le but des plateformes est de recruter des gens de plus en plus précaires. Et ça tombe bien parce que la société dans laquelle on vit en produit de plus en plus de ces gens précaires. Et donc vraiment, mon objectif sur plusieurs aspects de cette lutte-là, c'est d'essayer de rassembler, d'autonomiser les exploités de ces plateformes pour qu'ils puissent lutter par eux-mêmes. Et donc pour ça, donc, il y a eu d'abord le syndicat, ensuite il y a eu la création de coopératives pour les gens comme moi bah, qui se faisaient virer, en fait se retrouver sans emploi du jour au lendemain. Parce que quand on se fait virer d'une plateforme, on change le mot de passe hein, pour accéder à notre compte et on ne peut plus y accéder. Et à partir de là, on n'a plus de revenus du jour au lendemain, on n'a pas le droit au RSA ou au chômage parce que on est considéré comme un entrepreneur. Et donc ces coopératives, on les a montées, parce que donc il y a eu celle de Bordeaux qui s'appelle Coursier Bordelais, mais en lien avec une fédération de coopératives qui s'appelle Copcycle. C'est pour cette fédération que je parle, que je vais parler aujourd'hui. Donc il y avait pour but de mettre en commun les moyens qui sont parfois compliqués à obtenir pour se lancer dans la livraison du dernier kilomètre ou de repas.
Et donc, le but de Copsic, c'était de mettre un outil numérique au service des gens voulant monter des coopératives. À la base, c'est ça. Et ensuite, on s'est aperçu qu'un outil logistique, ce n'était pas suffisant pour monter ces coopératives-là. Et donc, on a créé tout un réseau de soutien, de partage pour aider à créer des modèles économiques, à monter une entreprise, à aider sur tous les problèmes administratifs qu'il peut y avoir, en fait, à monter une entreprise quand on n'en a jamais monté. Voilà, et qu'on est un petit peu pressé en plus pour atteindre la rentabilité, parce que, comme je l'ai dit, hein, ce sont souvent des livreurs sans droit qui montent ces coopératives-là. Donc, il y a cette fédération-là dans Copcycle, et il y a aussi, depuis quelques années, depuis 2 ans, des maisons des livreurs qui sont montées, notamment par Copcycle, mais aussi en lien avec d'autres associations. Donc, la première qui a été montée, c'est à Bordeaux. Elle a été montée en lien avec Médecins du Monde, notamment, mais aussi une association locale de réparation de vélos et une association de livreurs qui s'appelle Amal. Et donc, ces lieux ont pour but de créer, en fait, déjà à la base, on avait imaginé ces maisons des livreurs pour que nous, livreurs, on puisse avoir un endroit où aller aux toilettes. Voilà, parce qu'il faut s'imaginer des livreurs qui passent 10 heures dans la rue et qui, depuis la Covid, en fait, ont été un petit peu interdits d'entrer dans les restaurants. On va dire pour des raisons hygiéniques, mais aussi parce que pour beaucoup de restaurateurs, on est utile, mais on est un petit peu gênant quand on rentre dans les restaurants. Donc, en fait, il faut s'imaginer des travailleurs qui sont 10 heures dehors et qui n'ont pas accès à des toilettes, quoi, pour vous donner un petit peu l'état de précarité. Et donc, ce lieu, bah, c'était ça, mais évidemment, c'est devenu bien, bien d'autres choses encore. C'est un lieu où des associations viennent donner des soutiens en termes d'accès aux droits, par exemple la CIMAN pour les travailleurs sans papier, accès à la santé via le réseau de Médecins du Monde, hein, parce que travailler 10 heures dehors sur un scooter, hein, ou un vélo, bah, ça crée énormément de TMS. On a un gros mal-être psychique, hein. On a accompagné des centaines de livreurs à Bordeaux et on a fait passer une enquête et il y a 50% des livreurs qui ont répondu qui éprouvent des souffrances psychiques liées à leur travail ou à un état qui est plutôt plus personnel, hein. On a beaucoup de livreurs qui vivent dans des squats parce qu'ils n'ont pas accès à la location, notamment qu'ils n'aient pas de papier, mais aussi parce que personne ne veut louer un livreur qui est micro-entrepreneur et tout le monde sait qu'il peut perdre son travail du jour au lendemain. Et donc voilà, j'avais contacté aujourd'hui, désolé, je vais vite, j'avais contacté aujourd'hui le réseau ONIAC pour dire que là, en ce moment même, on a réussi à arracher une directive européenne il y a peu qui permettrait de clarifier le statut de ces travailleurs précarisés, de ces travailleurs de plateforme. Et cette directive européenne entraîne une transposition dans le droit français. Et cette transposition, elle peut être très bien, tout comme elle peut être un peu nulle et inefficace pour aider tous ces travailleurs précaires. Je rappelle, il y a 600 000 travailleurs dits de plateforme en France quand même. Donc c'est une loi qui concerne énormément de gens. Et donc voilà, aujourd'hui j'appelais un peu le réseau pour nous aider à monter un plaidoyer, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas tant de contacts que ça. Et donc voilà, c'était une petite bouteille à la mer que j'envoyais tout à l'heure pour savoir si vous aviez des idées concrètes pour comment on monte un plaidoyer, des contacts, tout ce genre de choses. Je peux évidemment, si vous me contactez, vous envoyer nous ce qu'on a commencé à produire comme document de plaidoyer, vous expliquer un Top. petit peu mieux l'histoire. Voilà. Tu peux mettre Merci. ça sur Ouais. le Padlet aussi. Si tu as besoin du lien, moi je le remets Je là, suis mais sur tu le peux. Padlet et ouais, je vais mettre tout ça dessus. Voilà, Ok, ok, ouais, une comme ça on bonne regardera. illustration de la diversité des niaqueurs. On a vraiment beaucoup de gens différents qui s'impliquent, c'est très bien. Et puis là, c'est quand même le gars qui a créé le premier syndicat des livreurs. Donc c'est quand même quelque chose. Yes, et puis avec l'actualité des Césars Ouais. et le film Suleiman, je pense que ça résonne Mm. pas mal. Donc, si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, ce film, allez, courez le voir. Je crois que on est à la fin et que les Ouais. gens ils vont envie de retourner manger leur dessert ou travailler. Donc, je remets un peu de musique pour la fin. Je voulais remercier tous les intervenants qui ont participé. Le but vraiment, et je te laisserai Thierry conclure, mais le but de NIAC, c'est de créer du lien aussi. Et comme
comme j'aurais utilisé une citation intelligente, mais j'en ai pas. Mais comme on peut le dire, il suffit de 10 personnes des fois pour changer le monde. Donc, NIAC, c'est un réseau qui compte 350 adhérents. Il est toujours ouvert à l'adhésion. Donc, si vous voulez adhérer, adhérez. Et puis, se mettre en lien pour pouvoir faire circuler les initiatives, c'est plus que jamais nécessaire. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait ces pique-niques. C'est pour que, moi, par exemple, avec Thierry et Niac, avec la Compagnie Générale des Autres, on a pu partir au Québec, faire des projets à Bondy, etc. Et c'est grâce à des connexions qui ont été permises par Niac. Donc, tout ça, vous pouvez le faire. Et on a utilisé le Padlet pour ça, donc utiliser l'annuaire de Niac pour pouvoir créer des liens. Et donc voilà, je te laisse peut-être conclure, Thierry. Oui, non, mais simplement pour dire que c'est toujours rafraîchissant de voir qu'il y a toute cette diversité de personnes engagées. C'est réconfortant, quoi, hein. Donc, c'est ce qu'on souhaite continuer à Niac. Là, moi, mon souci simplement que j'ai, là, comme de plus en plus, on fait intervenir des personnes qui ne sont pas membres de Niac, qui viennent comme ça parce qu'ils entendent parler, surtout via LinkedIn, où on marche très fort. Et j'aimerais bien quand même que toutes ces personnes puissent rester un peu dans le réseau, qu'on puisse les avoir un peu plus facilement. Alors, il y a le meilleur truc, là, c'est le Padlet actuellement, hein, parce que c'est très très bien, c'est assez convivial comme système. Et puis sinon, que les gens, effectivement, s'inscrivent dans le réseau, parce que sinon, on perd un peu des personnes intéressantes qui viennent une fois, puis après, on les retrouve plus forcément, hein, voilà. Pour adhérer, Donc, pour adhérer, en fait, il faut aller sur le site de NIAC, j'ai mis le niac.fr. lien là. Il est marqué il y a une page adhésion et il suffit de remplir une petite fiche, alors qui est très simple à remplir, qu'on a simplement les coordonnées, les domaines de compétences, et puis comme ça, après, bon, vous êtes dans la boucle. J'ai mis un lien vers Hello Asso pour les adhésions. C'est bon ou pas, ça, Oui, Thierry? alors Ouais, nickel. Hello Asso, ça va être pour cotiser. Alors, parce je fais la différence entre D'accord. rentrer dans NIAC et cotiser. Il y a une première étape qui consiste à adhérer. Alors, celui qui adhère, s'il veut bien tout de suite payer sa cotisation, une cotisation qui est de 30 euros par an, parce qu'on est une association, hein, donc on a très peu de moyens, et ici, c'était que les cotisations. C'est très bien, bon, mais bon, on n'en fait pas non plus une affaire d'État, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les gens. Bon, s'ils ne payent pas, c'est pas sympa, mais en tout cas, on préfère quand même les garder que de les perdre. Donc, le site Hello Asso, c'est-à-dire quand si vous allez sur le site de NIAC, vous pouvez remplir votre fiche et puis ensuite payer votre cotisation. Donc, je l'ai mis aussi sur le Padlet, hein. Je l'épingle, voilà. Eh ben, il est En tout temps cas, de vous merci. libérer. Ouais, c'est sympa. Ouais. Et Pour le donc, prochain pique-nique, bon, on essaye de faire une périodicité tous les 2-3 mois, quoi. 3 mois, on va dire, quoi. et si vous voulez en organiser, welcome, vous me contactez et puis on peut co-organiser ça et voilà, qu'on vienne une quarantaine de personnes autour d'un sujet et accélérer les choses. Donc merci à tous, merci beaucoup, merci beaucoup. Bon après-midi, bon café, bon Allez, à bol bientôt. d'air et, Ciao. à très vite. Merci.